Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour ce 4e podcast sur la santé mentale en lien avec le lien social. Pendant ce 4e podcast, nous allons essentiellement parler de la santé mentale et de ses conséquences. Donc, qu'est-ce que la santé mentale ? Nous sommes toujours au réservoir de Saint-Marcel pour l'enregistrement, mais je viens de voir dans le studio, nous avons une invitée surprise. Oui, je suis venue parce que je voudrais causer dans le machin. Mais oui, faites. Donc, la voisine m'a dit que vous causiez. Alors, puis moi, j'en connais un rayon. Voilà ce qui se passe. La voisine, elle m'a dit que le petit voisin faisait un burn-out. Alors, c'est vrai que je le vois pas partir travailler. Ça fait 6 semaines qu'on part pas travailler le matin. Alors, j'ai gardé sur Internet ce que c'était qu'un burn-out. Eh bien, il paraît que c'est comme une dépression, quand tu ne supportes plus rien du tout, et même pas le boulot. De mon temps, on se posait pas tant de questions, on se remuait le popotin. Oh, je comprends pas. On a tout pour être heureux. On a le confort, on a tout, vraiment tout. On a même une piscine que j'irais bien me tremper dedans. Et puis, j'y ai vu sur Internet, ils causent de la santé mentale. Mais qui c'est que ça? C'est une nouvelle maladie. Ils disent qu'il faut prendre soin de soi, avoir un équilibre. Ah c'est sûr que si de bois, tu l'auras plus l'équilibre. Ah, de mon temps, on se posait pas tant de questions. C'est vrai que des fois j'étais fatiguée, je pleurais. Et puis j'avais des idées noires, mais des idées noires bien noires. Mais c'était pas de la dépression, Ah ça non, je voudrais pas que vous pensiez ça, Je suis pas une psychique, Bon, je vais aller voir sur Internet, si j'ai pas attrapé la maladie mentale. Et puis je vais vous dire autre chose. Si vous avez aimé ce que je vous ai dit, vous likez sur Internet, comme ça je serai comme l'influenceuse. Merci Mme Ternet pour votre intervention. Bien, je m'en vais. Effectivement, on est dans ce 4e podcast pour parler de la santé mentale et de ses conséquences. Je laisse la place aux autres intervenants. Merci beaucoup. Oui, alors rebonjour. Moi, je suis la maman d'un adhérent du GEM et donc également bénévole. Avant que la maladie ne se soit déclarée, mon fils travaillait. Il avait une vie sociale très épanouie, avait beaucoup d'amis. Il blaguait, il riait tout le temps. Il était taquin, très très sociable. Au fil du temps, la maladie a pris toute la place dans sa vie. Il a quitté son travail, trop stressant pour lui, a commencé à faire le vide, refusait de voir ses copains. Il s'enfermait tout le temps dans sa chambre, s'est renfermé sur lui-même. Il ne sortait que quand cela était nécessaire, c'est-à-dire très peu. Ensuite, il y a aussi les effets des médicaments qui le faisaient beaucoup dormir. Cela me désolait. J'en souffrais énormément. Je le voyais dans cet état. Ce n'était pas du tout le fils que j'avais avant. Et paradoxalement, lorsqu'il dormait, je me sentais un peu soulagée. Parce que je me disais que pendant qu'il dormait, il fermait les yeux sur sa maladie. La maladie, lui fichait la paix. Les repas de famille étaient compliqués. Il était très méfiant vis-à-vis de tous. Il n'avait confiance en personne, même en moi, sa maman. Aujourd'hui, il va mieux. Mais sa plus grande crainte, c'est qu'il nous arrive quelque chose. Il nous dit régulièrement, « Maman, qu'est-ce que je vais devenir quand vous ne serez plus là ?» Je me suis investie, battue, depuis 20 ans, pour essayer de trouver des solutions, des réponses à ces questions. Mais là, je suis désemparée, je ne sais pas quoi lui répondre, car cette question, elle m'obsède au quotidien. Ah, petit problème, parce que moi j'ai perdu ma voix aussi. J'ai un petit peu beaucoup émue. Je laisse la place à la prochaine intervention. Pour moi, la santé mentale est un bien-être qui concerne notre santé physique, psychique et la manière dont nous évoluons dans ce monde socio-économique, travail, famille et autres. Tous ces critères pris en compte nous apportent satisfaction ou non pour évoluer, bien sûr, tout en respectant
tout en restant cohérent avec ses valeurs. Force est de constater que nous oublions nos émotions, nos ressentis, face à une vie de plus en plus dure, et avec de plus en plus de diktats. Certes, nous avançons avec peine ou pas. Et là, notre santé mentale nous rappelle à son bon souvenir. « Eh oh, tu vas pas bien ? Tu déconnes ?» On culpabilise de ne pas être capable de... Dans une société où on doit être performant dans tous les domaines est signe de respect. Culpabilité et sentiment de honte, avoir l'impression d'être inexistant et incompris, nous entraînent dans une spirale infernale d'isolement et de questionnement. À quoi bon ? Ça sert à rien. Ça sert à rien, je suis nulle. Ces petites phrases trottent à longueur de journée. À ce moment-là, il est temps de te prendre en main, de prendre soin de toi et de ne pas ignorer ton entourage qui pourrait t'aider dans tes démarches si difficiles soient-elles. Dis donc, merci beaucoup pour ces témoignages qui sont... Moi, je me représente adhérent du GEM de Paris-Monial pour dire éventuellement ce que je pense de la santé mentale et de ses conséquences. C'est que le but dans tout ça, d'être dans un groupe ou éventuellement dans la vie de tous les jours, c'est de se faire accepter par les autres, essayer ou se faire accepter par les autres, ce qui n'est pas facile, des fois évident de temps en temps, mais on peut y arriver. C'est de se faire accepter par les autres. Si jamais ça ne va pas dans nos têtes, il y a des traitements, des médecins pour éventuellement nous équilibrer dans la vie de tous les jours et éventuellement, encore une fois, se faire accepter par les autres. Et une fois que le plus dur est fait, je pense qu'on retrouve le sourire, quoi. Tout simplement, quoi. Merci beaucoup. Pour la dernière... excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Oui, alors je m'appelle Odile Lemoine. Je suis psychologue, psychanalyste en libéral à Chalon-sur-Saône. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui et de participer à ce projet. Alors, je vous regarde vous parce que vous êtes en face de moi. Hein. Voilà, je m'adresse à quelqu'un, donc c'est bien que... Donc c'est sur l'invitation de Monsieur V, qui est adhérent au GEM de Saint-Marcel, que je suis ici. Donc je vais tenter de livrer un témoignage du travail qu'on fait ensemble pour rendre les choses concrètes. Voilà. Donc nous nous connaissons depuis mai 2014. Cela fait donc maintenant plus de 10 ans. Il m'a été à l'époque adressé par son médecin traitant. Nous nous sommes vus régulièrement pendant une première période de 2 ans, puis à nouveau régulièrement depuis juin 2024. C'est sur le conseil de sa mandataire judiciaire que Monsieur V a repris contact avec moi. Celle-ci a en effet estimé que, outre l'étayage quotidien que représente l'équipe pluridisciplinaire, il serait bénéfique pour Monsieur V de reprendre un suivi qu'elle soutient avec conviction. Suivi dans lequel Monsieur V est investi. Voici ce qu'il en dit. « J'ai toujours envie de venir, ça me fait du bien. Vous m'écoutez, vous me donnez votre avis, je sais que je vais ressortir apaisée. Ça me fait du bien, j'en ai besoin. » Alors je ne vais pas retracer ici l'histoire de Monsieur V. Je suppose qu'il l'a fait ce matin dans son témoignage, je n'étais pas là. Je vais plutôt essayer de faire entendre de quoi notre lien est fait, ce qu'il permet à Monsieur V et ce qu'il m'enseigne à moi aussi. Alors je vais commencer par une première partie qui sera peut-être un petit peu plus théorique, entre guillemets, sur l'approche psychologique, puisque c'est mon métier et c'est de ça dont je peux parler. C'est une approche centrée sur le sujet, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas l'individu sous l'angle unique de ses troubles. On ne le réduit pas à sa maladie, mais on s'intéresse à ce qui fait de lui un être unique, un être singulier, un être avec son caractère propre, son parcours de vie à nul autre pareil. Un être avec ses difficultés, ses peurs, ses blocages, mais aussi ses envies, ses joies, ses aspirations. Prendre le parti du sujet contre ce qui l'écrase, c'est se tenir de son côté, de façon sensible pour que sa position subjective s'améliore. C'est tout d'abord une question de rencontre. J'insiste sur ce mot car il est important. C'est parce qu'il y a une rencontre entre 2 sujets, le patient et le psychologue.
Alors je vais faire ici une petite digression pour dire que le psychologue, à un moment de sa formation, doit avoir fait la démarche de travailler sur soi pour pouvoir ensuite prendre en charge d'autres personnes. C'est une condition sine qua non. Autrement dit, le psychologue a dû se soigner. Il a été, lui aussi, un patient. Pour ma part, ça a duré 20 ans. 5 ans de psychothérapie, 15 ans de psychanalyse. Donc on est dans un temps long. Revenons à la rencontre. C'est parce qu'il y a un effet de rencontre que la confiance s'installe et que l'on a envie de parler pour l'un, d'écouter pour l'autre. Cet effet de rencontre reste assez mystérieux. À quoi cela tient-il ? À un sourire, à un regard franc, à une émotion ressentie, à ce que dégage un corps sans qu'on s'en rende compte et sans savoir quoi exactement. On peut dire que cela tient essentiellement à de l'infraverbal, à de l'inconscient mobilisé chez l'un et chez l'autre lors du premier contact. Effet de rencontre, donc, désir de parler pour l'un, désir d'écouter pour l'autre. C'est bien de cela dont il s'agit dans l'espace du cabinet. Parler et écouter. Parler d'une certaine façon. Parler de l'intime. C'est ce qui fait la spécificité de l'espace du cabinet du psychologue. Parler de ce qui fait de soi, comme nous le disions à l'instant, un être unique, singulier. Parler de ses troubles quand il y en a, mais aussi parler plus généralement de la manière dont on se débrouille de sa propre existence, de la manière dont on compose avec la vie. Et je l'envisage ainsi, on pourrait l'envisager ainsi, envisager la maladie comme une exacerbation de la difficulté de vivre. Donc parler, mais aussi écouter, côté psychologue. Écouter d'une certaine façon, avec attention, en suspendant tout jugement, tout avis. C'est cela que l'on nomme une écoute neutre. Il faut avoir beaucoup travaillé sur soi pour y parvenir. Et même, on n'est pas à l'abri de préjugés ou d'idées préconçues qui seraient encore à déconstruire. Autrement dit, c'est le travail de toute une vie, de débusquer justement ces préjugés et ces idées préconçues qu'on peut encore avoir à l'intérieur de soi. Il s'agit aussi d'une écoute bienveillante. La notion de bienveillance, pour moi, renvoie ici à un accueil inconditionnel de l'autre. C'est pourquoi c'est une lourde décision que d'accueillir et accompagner quelqu'un sur un temps dont on ne sait pas, lors du premier rendez-vous, combien il durera. Ce temps est parfois très long et il ne faut pas faire faux bond. Une écoute neutre et bienveillante, donc, une écoute attentive aussi. Une écoute attentive est une écoute qui mobilise tout l'être, corps et esprit. C'est une façon d'être absolument présent à l'autre. C'est écouter ce qui se dit dans le verbal, explicite et implicite. C'est écouter aussi ce qui se dit au travers des attitudes corporelles, des mimiques, etc. Ce que l'on appelle l'infraverbal. Et quand l'écoute est orientée par la psychanalyse, ce qui est mon cas, c'est également se montrer particulièrement attentive à ce qui, dans les dires du patient, déborde son intention. Ainsi, c'est dans les détails de l'énonciation que l'inconscient se manifeste. On dit toujours plus que ce qu'on pense. On dit toujours plus que ce qu'on veut dire. Et là, mon rôle, c'est aussi d'essayer d'entendre ça. Entrons maintenant dans le cœur du sujet, dans la matière de nos entretiens. De quoi M. V témoigne-t-il au cours de nos entretiens ? Je ne vais pas faire un recensement exhaustif, mais plutôt resserrer mon propos sur quelques éléments signifiants de sa vie. Il m'a donné son accord pour cela. Quand il m'a invité, il m'a dit « Voilà, vous pouvez parler de ce que vous voulez. » Donc j'ai repris mes notes et voilà. Et je me suis appuyée sur elles pour construire cette intervention. J'ai choisi de commencer avec un événement tragique, la mort de sa fille. Monsieur V l'a certainement évoqué lors de son témoignage ce matin. Il a perdu en novembre 2000 sa fille Célia, alors âgée de 9 ans. Elle était atteinte d'une leucémie et malgré la mobilisation des soignants, malgré son courage, c'est la maladie
qui l'a emportée. Elle s'est éteinte dans les bras de son père. Notre premier entretien, tout premier entretien, a ainsi démarré sur les mots « choc »,« anéantissement de toute une vie ». Ce sont des mots intenses qui traduisent la détresse, la déréliction dans laquelle cette disparition a plongé Monsieur V et l'a conduit quelques années plus tard au passage à l'acte suicidaire. Le lien qu'a entretenu Monsieur V à sa fille a ce site particulier qu'il était en adoration devant elle. Ce sont ses termes. Certes, il y a certainement un peu d'idéalisation rétrospective, mécanisme que l'on observe habituellement après le décès d'un être cher. Mais le récit que fait Monsieur V de sa relation à sa fille témoigne d'un grand amour réciproque. Et pour dire la force de l'amour, il faut des mots forts. Je cite, « Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. On avait un relationnel exceptionnel. » Monsieur V dresse le portrait d'une fillette lumineuse, aimant les animaux et le dessin, proche de sa famille, sensée aussi. Je le cite, « Elle me raisonnait, et moi, j'écoutais ce qu'elle disait. » Monsieur V voit en sa fille un être surnaturel, qui a une mission à accomplir, ici-bas et au-delà, un ange gardien qui le protège et le guide. Cette croyance intime, cette construction subjective est éminemment précieuse, car non seulement elle donne un sens à la mort de sa fille, mais elle lui insuffle le courage qu'il faut pour vivre avec le manque et l'absence. Car pas un jour ne passe sans qu'il pense à elle, pas une séance sans qu'il parle d'elle. Pas une séance sans qu'il parle d'elle, avec une dignité qui force l'admiration. Car Monsieur V ne veut pas se plaindre, il ne veut pas qu'on ait pitié de lui. Et cette attitude constitue à la fois un magnifique hommage à Célia et une fidélité à ce qu'elle lui a transmis en faisant face si courageusement à la maladie. Vu comme elle a souffert, t'as pas le droit de te plaindre. Je continue avec la question de la maladie, qui est notre sujet aujourd'hui. Bon, santé mentale, maladie. En reconstituant le fil de son histoire, Monsieur V s'aperçut que la maladie était déjà là bien avant le diagnostic officiel. Il est né avec, et elle s'est développée à l'adolescence. À l'adolescence, à l'intérieur de lui, c'était violent, en fusion, intolérable, et avait comme une hargne, une haine qui se dégageait. Son hyperactivité l'exposait à l'incompréhension, voire au rejet d'autrui. Puis il y eut la drogue et l'alcool, avec ce que cela comporte d'errement. La mort de Célia en 2000 a ajouté son poids d'intolérable à la souffrance déjà présente. Et, en 2006, il y eut ce passage à l'acte suicidaire dont Monsieur V réchappa par le plus grand des hasards. Beaucoup l'ont qualifié de miraculé, parce qu'effectivement, il tient au hasard d'être en vie aujourd'hui. S'ensuivirent de longues années de convalescence, pendant lesquelles, grâce à des soins de qualité et une volonté forcenée de s'en sortir, il put à nouveau se lever, marcher et reprendre le cours de sa vie hors l'hôpital. La tête haute et fière de soi, ce sont ses mots. Ça a été dur, mais j'ai eu la volonté, je voulais me retrouver. Et à ce jour, il n'a plus jamais touché à aucun produit. Pour autant, Monsieur V a plusieurs fois affirmé au cours de nos entretiens que la maladie se soigne, mais qu'elle ne guérit pas, qu'elle est toujours là et qu'à certains moments, ça peut revenir. Monsieur V est attentif à ces moments où son équilibre psychique est menacé, sous le coup d'une vive douleur. Ainsi, le mois de novembre, mois anniversaire du décès de sa fille, est une période de l'année toujours difficile pour lui. Ça peut être aussi sous le coup d'une vive contrariété. Ainsi, récemment, des problèmes familiaux de grande intensité l'ont fait basculer. Il s'est replié sur lui, a coupé tout contact avec autrui, déserté les lieux collectifs de sa résidence. Et ça a été la chute dans la dépression
avec retour de l'angoisse et du sentiment de culpabilité. Les voix aussi se sont mises de nouveau à le harceler, l'insultant et l'enjoignant à se tuer. Une petite digression au sujet des voix. Et je reviens là au premier temps de notre travail, il y a une dizaine d'années, où Monsieur V s'est livré à une description précise de cette expérience xénopathique. Cela m'a beaucoup intéressée. Je le cite. « Elles sont très méchantes, les voix. Elles dictent ce qu'on doit faire. Elles sont résonantes. Et c'est parce qu'elles sont résonantes qu'on peut essayer de raisonner avec elles. » C'était la première fois que j'entendais parler de cela, qu'on pouvait lutter contre les voix avec ses propres moyens, jusqu'à ce que, même si on ne les efface jamais, elles baissent en intensité et retournent en arrière-fond, soient mises de côté. Monsieur V a utilisé ces deux formules. Depuis, récemment, j'ai entendu parler par une autre patiente du rêve, réseau des entendeurs de voix, et de la technique du dialogue avec les voix. Je vais en dire quelques mots parce que, voilà, je trouve ça intéressant. Oui, complètement. Donc, le rêve, c'est l'acronyme du réseau, donc R pour réseau, français, E sur l'entente de voix. Il s'inscrit dans le mouvement international sur l'entente de voix, qui est représenté par une vingtaine de réseaux nationaux de par le monde. Il s'agit d'un mouvement d'usagers, en dehors de la psychiatrie, qui vise à promouvoir une approche des voix et des autres perceptions, expériences ou vécus inhabituels, respectueuses des personnes et de leur expertise. Alors, ma source est la suivante. Tout attaché en minuscule, rêvefrance.org, réseau français sur l'entente de voix. Donc, je ne vais pas détailler tout ce que j'ai noté, ce serait peut-être un petit peu long. Ce qui me paraît important, c'est que l'expérience montre qu'il est possible de modifier sa relation aux voix. Et le fait de pouvoir parler des voix avec d'autres entendeurs et d'échanger des stratégies pour faire face aux voix constitue un appui essentiel. C'est la raison d'être des groupes d'entendeurs de voix. Voilà. Donc bien avant de connaître ce réseau, des entendeurs de voix, Monsieur V m'a parlé de la manière dont il essayait de faire face et de contrer ces voix. Et d'y parvenir, et cela à côté de la médication. Ça m'a paru vraiment... voilà. Parce qu'on sait que la médication, il peut y avoir un risque au long cours d'une rupture de traitement. Ça fait partie souvent du chemin des personnes qui ont des... Voilà. Et donc là, c'est aussi compter sur ses propres ressources et se dire, je peux essayer de faire quelque chose. Bon. Je reviens à ce mouvement récent de repli sur soi de Monsieur V. Les professionnels de la résidence, s'inquiétant de ne plus le voir, sont allés le chercher, se sont entretenus avec lui, ont organisé un rendez-vous en urgence avec le psychiatre pour réévaluer le traitement. Ces efforts conjugués ont permis un retour progressif à l'équilibre et une reconnexion à l'autre. Monsieur V le dit ainsi, « Je suis redevenu sociable, convivial. » Cette dimension de sociabilité est un trait important de sa personnalité. Et je pense aussi que c'est un paramètre important de la santé mentale pour tous, d'être en lien avec l'autre, au moins un minimum. Cette dimension donc de sociabilité est un trait important de sa personnalité. Il s'intéresse aux personnes et, malgré sa timidité, essaie de leur apporter du réconfort, de les aider, quand son état le permet, bien sûr. C'est pourquoi il s'est investi dans diverses instances, dont le GEM, où la notion de solidarité et de partage est centrale. Monsieur V y a trouvé une place qui fait sens pour lui. Son investissement dans l'organisation de ce podcast en témoigne par ailleurs. Voilà, j'arrive tout doucement sur la fin. J'ai ouvert mon récit avec l'amour d'une fille,
je vais le clore avec l'amour d'une mère. Le génitif, s'agissant de l'une et de l'autre, est à entendre comme génitif objectif et génitif subjectif, c'est-à-dire l'amour que l'on porte à sa fille, à sa mère, mais aussi celui qu'on reçoit d'elle. La mère de Monsieur V est aujourd'hui une dame âgée de 80 ans, dont il s'est toujours senti proche. Il la décrit comme une maman exceptionnelle, une maman extraordinaire, qui l'a toujours aidée, accompagnée, entourée. J'en ai une autre en face de moi, de maman extraordinaire, au moment où je parle. Cadrée aussi à l'époque où il prenait des substances toxiques, ce qu'elle ne supportait pas. Elle pouvait alors l'engueuler. Dans des périodes de grand mal-être, elle l'a hébergé, et cet accueil a probablement permis d'éviter une dérive plus grande encore. C'est une vraie maman, comme il dit. Aujourd'hui, elle perd un peu la tête. Et ne pouvant plus rester seule chez elle, elle a intégré une résidence pour seniors proche de Châlons. C'est plus facile pour lui d'aller la voir, et en un coup de vélo, il y est. Il l'aide autant que possible, et même la gâte, dans la mesure de ses moyens. Comme cadeau, il lui a offert il y a quelques années une croisière. Elle, comme lui, chacun, chacune, à sa façon, sont généreux. Elle constitue un pilier essentiel dans sa vie, et la seule famille qui lui reste, son frère et sa sœur s'étant détournés de lui. En comptant l'ensemble des intervenants, avec lesquels s'est nouée une relation affective, c'est une famille au sens large du terme, à laquelle Monsieur V se sent aujourd'hui appartenir. Et c'est cet étayage qui soutient chez lui le désir de vivre, et lui permet d'affirmer, en une formule poétique, qui sera le mot de la fin de mon intervention, « Aujourd'hui, il y a un lendemain ». Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention en tant que professionnelle, aussi en tant que personne. C'était très touchant, tous ces témoignages. Je voulais aussi préciser que la première intervention de Madame Ternet était une sorte de parodie, si je peux dire, d'une adhérente du GEM de Saint-Marcel. Voilà, je voulais vous remercier, c'était très touchant. D'ailleurs, j'ai pas pu, vous l'avez entendu, j'étais un peu trop touchée tout à l'heure pour intervenir. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment chouette.